Fin de la première partie de notre immersion au cœur des grandes marées. Tout à l'heure, la mer va revenir, à la vitesse d'un cheval au galop, comme on dit ici. Forte, impressionnante, dangereuse parfois. En me promenant sur cette plage, j'oscille entre respect et interrogation. Comment de telles masses d'eau peuvent-elles se déplacer si loin, si vite ? Avant de vivre le deuxième temps fort de notre émission, Autour de la mer qui remonte, je vous propose de nous intéresser à ces marées exceptionnelles qui trouvent leur inspiration dans la course des astres. Depuis que l'homme est curieux, il s'interroge et cherche à deviner pourquoi, comment. Selon Aristote, les marées sont dues au vent. Pour Platon, cela provient des gouffres souterrains. Pour Bernardin de Saint-Pierre, de la fusion des glaces polaires. Bref, pendant des millénaires, cela reste un mystère. Et puis un jour, ça y est, Newton a découvert la gravitation universelle. On tombe des nues. Pour comprendre la mer, il fallait regarder le ciel. Pierre-Simon de Laplace n'a plus qu'à graver la formule dans son traité de mécanique céleste. Compliqué? Non, un jeu d'enfant. La marée, c'est tout bêtement une question de force, attraction, centrifuge, gravitation. Et comme le liquide est élastique, déformable, il ne demande qu'à suivre le mouvement. Notre univers est en fait un gigantesque parc d'attractions où toutes les planètes ont des attirances mutuelles. Si le Soleil était tout seul dans le ciel, ce serait facile. La surface des eaux se déformerait en suivant toujours son mouvement, toujours de la même façon, toujours à la même heure. Mais la Lune est là. Elle est plus petite que le Soleil et 400 fois plus proche de nous. Du coup, sa force d'attraction est 2 fois plus importante. Quand le Soleil et la Lune sont dans le même alignement, leurs forces d'attraction s'additionnent. Ce sont les grands coefficients de marée, les vives eaux, à la nouvelle Lune et à la pleine Lune. 7 jours et demi plus tard, la Lune et le Soleil sont en quadrature, leurs forces se contrarient. Ce sont les petits coefficients de marée, les mortes eaux. 7 jours et demi plus tard, alignés, grands coefficients, et ainsi de suite. C'est l'incroyable mécanique de l'horlogerie céleste. Le CHOM, le service hydrographique et océanographique de la marine, a été le premier à savoir prédire les marées. Dès 1839, il a pu deviner leurs mouvements, leur amplitude, leurs coefficients, et les écrire noir sur blanc. C'est le tout premier livre des marées. Nicolas Weber a souvent la tête dans les étoiles, et il sait où va la mer quand elle descend. Elle va à un autre endroit. C'est pas la mer qui va partir ou baisser par elle-même. Elle va effectivement se propager. Elle va aller se balader, être un peu plus haute quelque part, tandis qu'elle sera basse à Brest et inversement. Elle va se balader différemment et à une vitesse un peu différente suivant les endroits du monde. C'est-à-dire que par exemple, si elle est pleine à midi à Brest, elle sera 6 heures plus tard au Havre et 8h30 plus tard, la même marée à Dunkerque. Après, suivant la physionomie des fonds marins, la physionomie du littoral, du trait de côte, cette marée va s'exprimer différemment. Elle va être un peu plus haute dans un endroit, un peu plus faible de l'autre. C'est pour ça qu'on peut avoir des marées qui sont de l'ordre de 6-7 mètres à Brest et des marées qui sont de l'ordre de 14 mètres dans la baie du Mont-Saint-Michel. Compris, c'est une onde, une mer baladeuse qui s'exprime en fonction du relief. Ce serait simple si elle répétait la même tournée chaque année, mais elle n'arrête pas de changer. Rien ne tourne rond, ni la Terre, ni la Lune. Et oui, ce n'est pas un cercle bien rond, mais une ellipse que décrit la Lune autour de la Terre en 28 jours. Elle est donc plus ou moins proche de nous, et donc plus ou moins attractive. Et le Soleil aussi, puisque la Terre tourne autour de lui en 365 jours, comme un ballon de rugby. Ça se complique, accrochez-vous. L'axe de la Terre est de travers 2 fois par an, le Soleil tape pile sur l'équateur, son influence est au maximum, et quand la Lune vient s'aligner, on a les grandes marées d'équinoxe. Et c'est pas fini.
Reste le rendez-vous exceptionnel dans l'espace pour la marée du siècle. Il faut tous les ingrédients précédents et que l'orbite de cette Lune soit pile au moment où elle est dans la même orbite que la Terre par rapport au Soleil. Donc plein de conjonctions particulières et qui n'arrivent qu'une seule fois tous les 18 ans. C'est difficile à expliquer. Ouh là 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 là. Pas si facile le jeu d'enfant. En fait, la marée du siècle, c'est une question de conjonction et de coordination. Tous les 18 ans, tout le monde est au plus près et parfaitement aligné en 3D. Sur le papier, c'est réglé. Mais sur le terrain, on peut avoir des surprises, généralement des mauvaises. Car il n'y a pas que les planètes qui jouent avec nos mers. Le temps qu'il fait vient aussi mettre son paquet de sel. La météo peut chambouler la routine du programme céleste et pousser la mer à sortir de ses gonds. Michel Aldonidis est responsable de la station Météo France de Brest. Autant dire qu'il est bien placé pour nous parler de la pluie et du beau temps et d'un élément de poids invisible et essentiel, l'air. L'air a un poids considérable parce qu'il faut penser qu'au-dessus de nos têtes, on a à peu près une dizaine de tonnes de poids de l'atmosphère. Et alors cet air, donc, il peut changer de poids? Oui, c'est ça. En fait, avec les anticyclones, c'est du poids lourd, en quelque sorte, et les dépressions, c'est du poids léger. Quel rôle joue donc le poids de l'air dans notre histoire? Quand l'air est froid, il se recroqueville, il pèse moins lourd. C'est la dépression. Et comme l'air est léger, la mer peut prendre toute la place et monter, beaucoup plus que prévu. C'est mécanique, automatique. Une petite dépression, le baromètre chute de 10 unités et hop, le niveau des mers s'élève de 10 cm. 10 cm de surcote à additionner au coefficient prévu. La marée basse sera moins basse, la marée haute sera plus haute. Mais ce n'est pas tout. En général, les dépressions s'accompagnent de vents violents et donc de vagues qui viennent encore en rajouter. La surcote peut alors battre des records. On a atteint 1,60 m de surcote à Brest lors de l'ouragan de 1987. 1,60 m. 1,60 m. Et heureusement, c'est arrivé un jour où il n'y avait que 30 de coefficient. Ce qui fait que, bien évidemment, les effets sur le côtier ont été très nettement atténués. Et imaginons la même chose avec du 117, 118 comme on a actuellement, ce serait réellement catastrophique. Le scénario catastrophe? Qu'un jour de coefficient élevé, comme il y en aura une vingtaine cette année, survienne une grosse dépression, du vent et des vagues qui génèrent une surcote considérable. Alors là, pour nos côtes normandes, bretonnes, vendéennes ou biarrottes, ce ne sera plus du jeu. La mer, la lune et le soleil. Quand les trajectoires se croisent, la vie sur Terre peut s'en trouver bouleversée. Pour le meilleur comme pour le pire.